non, il y avait monsieur. Monsieur, oui, vous demandez sur... Bonsoir Monsieur Montebourg. Alors moi je vous le dis Je droit, vois que la soirée chauffe un peu. Hein. Il fait froid. Je vous le dis droit dans les yeux. Moi j'ai vraiment presque de la tristesse. Et je vous le dis, dans les yeux, droit dans les yeux. Vous mentez, vous savez que vous mentez aux Français. Et vous leur donnez de l'espoir ici, et vous leur promettez des choses alors que derrière c'est du vent. Et vous le savez. Comme avec François Hollande qui promettait mon ennemi c'est le monde de la finance, vous savez que derrière vous allez arriver pieds et mains liés à l'Elysée. Parce que derrière vous allez devoir obéir aux traités européens. Et vous en avez fait la démonstration il y a quelques minutes, il y a l'article 48 du TIE qui impose l'accord à l'unanimité des États membres pour modifier ne serait-ce qu'une seule ligne des traités. Donc monsieur, vous proposez un nouveau traité, mais c'est ce que propose le nouveau traité, la nouvelle Europe, une autre Europe est possible, c'est ce que propose l'ensemble de l'échiquier politique, de l'extrême droite à l'extrême gauche, même Marine Le Pen qui propose de renégocier les traités européens, elle ne propose pas de sortir de l'Union européenne. C'est une idée reçue que les médias complaisants qui sont ici ce soir et qui n'étaient pas ce week-end, à Lille pour la conférence, S'il vous plaît, qui n'étaient pas là à la conférence pour un autre candidat qui se présente également, que vous connaissez très bien, et qui subit actuellement une censure en France. Donc monsieur Montebourg, comment vous allez faire pour modifier l'Union européenne, pour avoir votre Union européenne, alors que c'est ce que promettent tous les politiques depuis maintenant 30 à 40 ans. Vous promettez de l'espoir à tous les Français, mais sachez que derrière, il ne pourra rien appliquer. Merci monsieur, merci de votre franchise, vous allez avoir en réponse la mienne. D'accord ? Merci de votre franchise, et franchement, ces stand-up sont faits pour ça. Non seulement je ne vais pas vous le faire, mais je vais vous dire une chose. La France n'accorde aucune légitimité au traité de stabilité budgétaire pour une raison simple, c'est qu'il l'a rejeté en 2005. Aujourd'hui, on nous parle des traités. Jean-Claude Juncker a dit il n'y a pas de choix démocratique qui peut prévaloir sur un traité. Moi, je dis le contraire. Je dis que les traités n'engagent pas aujourd'hui l'Union européenne pour une raison simple, c'est que les Français l'ont rejeté, les règles sont obsolètes, archaïques, ne fonctionnent pas et nous mettent aujourd'hui dans l'impasse. C'est pour cela que ma position n'est pas de dire nous allons tout casser, ma position est de dire nous allons maintenant organiser une minorité de blocage, nous allons dire à l'Union européenne c'est terminé, l'austérité c'est fini, parce que les traités n'engagent que ceux qui les reconnaissent. Et ce que nous allons faire, monsieur, nous allons ouvrir une grande négociation en disant maintenant nous devons changer de logiciel. Si ça ne marche pas, l'Europe sera bloquée. Les traités, d'ailleurs, pour la plupart, et vous avez tort de le nier, les traités, pour la plupart, sont violés. La Banque Centrale Européenne n'a jamais appliqué les traités. Elle a même sauvé l'Europe contre elle-même en violant le traité. Donc vous voyez que vos articles, vous avez raison, j'ai fait du droit dans ma jeunesse, moins que vous à l'évidence, mais je vais vous dire une chose, tous ces articles-là, et la Commission européenne, et les États membres, et la Banque Centrale Européenne ne l'appliquent pas. Vous savez pourquoi ? Parce que ce sont des idéologues. Ils appliquent ce qui les intéresse. Et quand on a une idéologie qui est orientée d'une certaine manière, il faut avoir l'intelligence d'en créer une autre alternative qui la combat. C'est ce que je veux faire. Merci. D'autres questions ? Monsieur. Il faut d'ailleurs bien voir ce que donnerait la politique de M. Montebourg. Parce que quand il dit, par exemple, qu'il va imposer tel ou tel truc, ça veut dire qu'il veut imposer sa volonté aux autres pays d'Europe. Il fait un coup qui est exactement le même que celui de M. Mélenchon. C'est-à-dire qu'il présente l'Union européenne, la construction européenne, comme si c'était l'émanation d'une petite coterie de patrons, de dirigeants d'entreprises et de banquiers qui imposerait à des peuples unis et récalcitrants une politique que ces peuples unis et récalcitrants rejetteraient en bloc. Mais c'est un mensonge. Tout comme M. Mélenchon, ou comme d'ailleurs à droite, M. Montebourg fait comme s'il n'y avait pas de différence entre les nations, comme s'il n'y avait pas d'intérêts nationaux divergents. Par exemple, pour les délocalisations, c'est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui organise les délocalisations puisqu'il interdit toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux. M. Montebourg dit « Eh bien voilà, c'est le simple bon sens, on va violer, etc. » Non, ça n'est pas le simple bon sens, M. Montebourg. Parce que, par exemple, les Slovaques, ils bénéficient de la libre circulation des mouvements de capitaux. C'est grâce à l'article 63 qu'ils bénéficient de l'implantation en Slovaquie, par exemple, de Renault.
tous les pays de l'Est sont entrés dans l'Union européenne pour bénéficier justement de cet article 63 et des délocalisations venues de l'Ouest. Donc, Monsieur Montebourg, vous mentez. La question de notre auditeur était la bonne. Il n'y aura jamais l'unanimité pour modifier cet aspect-là des traités, par exemple pour lutter contre les délocalisations. D'ailleurs, vous êtes un menteur, Monsieur Montebourg. Vous nous faites des niches. Vous le savez bien que ça n'est pas possible. Vous avez quand même été pendant 2 ans, me semble-t-il, ministre du redressement productif. Du redressement productif, qu'est-ce que vous avez redressé au juste ? Rien du tout, à part circuler dans une voiture avec des sièges en cuir chauffant et un tableau de bord en loupe d'orme. Vous avez redressé quoi ? Sous votre pontificat comme ministre du redressement productif, on a assisté à un événement torrentiel, des flots torrentiels de délocalisation et de perte d'emploi. Si c'était si facile de violer les traités, pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? Vous ne l'avez pas fait parce que vous saviez que vous ne pouviez pas le faire. Et d'ailleurs, si la France l'avait fait, elle eût été traînée devant la Cour de justice de l'Union européenne. Et vous le savez aussi, donc vous mentez encore au peuple français en disant ce genre de choses. Il n'y a d'ailleurs pas que l'article 63. Tout est à l'avenant. Tout est à l'avenant. Par exemple, la directive des travailleurs détachés. Les travailleurs détachés, vous savez, enfin mes auditeurs savent qu'on peut employer maintenant dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, par exemple en France, des travailleurs détachés, par exemple venus de Pologne ou venus des pays de l'Est. Ils seront rémunérés en France avec le salaire, le SMIC, ça c'est obligatoire, donc c'est la législation qui s'applique pour les salaires, mais ça n'est pas la même législation qui s'applique pour les charges sociales. Là, c'est les charges sociales des pays d'origine. En d'autres termes, c'est une course au moins-disant social terrifiante, puisque les employeurs en France ont intérêt, par exemple sur des grands chantiers. On l'a eu, je crois, il y avait eu un scandale du côté, je crois, dans la Manche, sur un chantier d'EDF à La Hague ou à Paluel. On avait employé des travailleurs détachés polonais qui avaient le SMIC en France, mais les charges sociales polonaises. Alors, et vous savez très bien d'ailleurs, monsieur Montebourg, ce qui se passe. Il se passe qu'actuellement l'Allemagne ou la France essaie de ramer contre cette directive des travailleurs détachés qui contribue à détruire l'emploi en France. Sauf que, pourquoi ne le dites-vous pas, monsieur Montebourg, que les Polonais, les pays baltes, tous les pays de l'Est sont vent debout et refusent que soit modifiée cette directive. En d'autres termes, monsieur Montebourg, vous avez menti aux Français. Vous prétendez violer la Constitution française, qui prévoit que le président de la République est le garant du respect des traités. Vous prétendez violer le droit international, c'est-à-dire faire en fait prévaloir les intérêts nationaux français sur ceux des autres peuples et autres pays d'Europe. Vous risquez de nous emmener à la guerre. Parce qu'en fait, vous êtes un nationaliste, finalement. Vous considérez, vous, que la souveraineté française doit primer sur celle de la Pologne ou de la Slovaquie. Moi, je ne dis pas ça. Nous voulons sortir de l'Union européenne parce que nous estimons que nous voulons être souverains chez nous, mais nous n'avons pas du tout envie d'imposer aux Polonais ou aux Slovaques ce que eux ne veulent pas. Donc c'est très dangereux, votre position. Et puis enfin, le passage que vous avez fait en ministère montre que tout ça, c'est de la rigolade. En réalité, vous savez parfaitement que vous avez menti et que vous n'avez pas le pouvoir de violer quoi que ce soit. Voilà la réalité de la situation. Derrière ces vitres, 600 experts en économie venus de tout le continent travaillent sans relâche. Leur mission, surveiller les comptes publics des 27 pays d'Europe. Est-ce que vous êtes une espèce de gendarme des finances publiques au niveau européen ? C'est exactement le cas, effectivement. Comme je vous le disais, on vérifie, on s'attache à faire respecter le pacte de stabilité et de croissance et notre but ici, c'est de faire en sorte qu'il soit bien suivi par l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Français, spécialiste des statistiques, Salvatore Serravalle travaillait auparavant au ministère des Finances à Paris. Détaché à Bruxelles, il obéit maintenant aux autorités européennes. Sa tâche, veiller à ce que les 27 États membres, dont la France, respectent la règle d'or. Le déficit public ne doit pas dépasser 3% du budget national. Nous, on vérifie que ces critères sont bien respectés et s'ils ne sont pas, on met en place certains mécanismes visant à ramener les États membres dans les clous du pacte. On peut émettre alors ce qu'on appelle ensuite une mise en demeure si la recommandation n'a pas été suivie des faits.
qui de nouveau demande aux États membres de converger vers des cibles budgétaires plus raisonnables. Et puis si ce n'est toujours pas le cas, alors on peut se mettre en place des mécanismes de sanctions financières qui peuvent aller jusqu'à une amende de 0,2 points de PIB pour les États membres de la zone euro uniquement. Pour la France, ça représenterait 4 milliards d'euros, à peu près. La France sous surveillance. C'est ici, dans ces couloirs anonymes, où se succèdent des bureaux étroits, que se joue donc une amende de 4 milliards d'euros que nous aurions à payer. Le scénario, hélas, est possible. La France, comme 11 autres États européens, est dans la catégorie des mauvais élèves. Depuis mars 2013, la Commission peut demander à modifier les projets de budget de ces États avant même leur adoption par le Parlement. Nicolas Filippone, 32 ans, sorti de nos grandes écoles, est l'un des 15 spécialistes de la section France, celle qui scrute jour après jour notre économie. Il y a un travail qui est plus au jour le jour, qui est un travail de surveillance en fait. Chaque fois qu'il y a une décision qui est prise, une orientation, très souvent les dirigeants européens veulent soit se prononcer, ont des rencontres très régulières avec les autorités françaises et donc ils nous consultent pour qu'on puisse leur donner notre vision des développements récents ou des politiques qui sont prises. La section France ne fait pas que surveiller. Elle conseille, elle suggère, elle propose des sanctions. C'est grâce à ce genre de dossier que Joachim Almunia fait la leçon à Bruno Le Roux. C'est un texte qui est un peu plus long. On parle des trajectoires des déficits publics, on parle de réforme des retraites, on parle de chômage des jeunes, on parle du fonctionnement de Pôle emploi. Pour la France, en 2012, donc il y avait cinq recommandations. Extrait du dossier France, préparé par Nicolas Filippone, 32 ans. Les procédures applicables au licenciement continuent d'engendrer des coûts potentiellement importants pour les employeurs. Autrement dit, en France, les salariés sont trop protégés lorsque les entreprises veulent licencier. Ou bien encore, les allocations de chômage pour les travailleurs plus âgés et notamment leur durée pourraient constituer des incitations limitées à travailler. En clair, il faudrait réduire la durée de ces allocations. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'effectivement, nos recommandations, le bilan approfondi qu'on a publié, ont contribué à la prise de conscience par les autorités françaises que de ce point de vue-là, il y avait un problème et qu'il fallait prendre des mesures. Dans le meilleur des mondes de Bruxelles, des technocrates, loin du terrain et des réalités sociales, décident sur un ordinateur comment doit évoluer notre régime des retraites ou le système d'allocation des chômeurs. La matrice de notre politique n'est plus à l'Élysée ou à l'Assemblée nationale, mais ici, dans ces immeubles froids. Donc il est absolument impossible en France de prétendre d'avoir un programme politique sur le thème « je vais faire baisser le chômage, je vais relancer l'industrie, etc. » sans sortir de l'Union européenne. Sinon, excusez-moi, mais c'est se moquer du monde. Nous n'avons plus aucune manette. Donc toutes les manettes sont les grandes manettes stratégiques, hein, j'entends. Donc on a encore des petites manettes, par exemple, on va pouvoir éventuellement abolir une niche fiscale, n'est-ce pas, sur, je sais pas, l'investissement dans les monuments historiques. Ça, mais ça, ce sont des choses. C'est des choses de second ordre, ce sont des choses petites. On va pouvoir modifier éventuellement le niveau du SMIC. Mais les grandes données stratégiques en matière économique, c'est-à-dire la fixation des taux d'intérêt, la politique de relance, la politique de dépenses publiques, la politique d'équilibre ou de déficit budgétaire, etc., tout ceci est entièrement maintenant volé aux Français comme aux autres peuples et donné à une oligarchie qui est irresponsable politiquement.